Donc bonjour Maxime, bonjour à nos auditeurs. Je sais que vos vacances se sont bien passées. Il est important de préciser que nous enregistrons cette émission le 31 août 2024. Je fais cette précision parce que la situation politique a tendance à évoluer un peu au jour le jour maintenant. Bonjour Joris, et je suis très heureux de retrouver les auditeurs de la Maïeutique après une période de vacances studieuses. Sachant que notre dernière émission a eu un gros succès, plus de 14 000 vues, 435 likes. Donc merci, et si vous appréciez nos émissions, levez le pouce et surtout partagez-les avec d'autres. Oui, vous pouvez en effet mettre un like pour les émissions. Alors, je tiens à préciser que les likes ne nous rapportent rien de particulier. Il n'y a aucune récompense. La seule chose que ça amène, c'est à l'algorithme de YouTube, ça permet de cibler mieux le public qui est intéressé. D'ailleurs, si vous n'appréciez pas l'émission, vous pouvez mettre aussi un dislike. Ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de cibler le public qui est intéressé par les émissions que l'on propose. Bon, personnellement, c'est vrai que je suis très friand de vidéos sur YouTube. J'ai pour règle et principe de mettre un like aux émissions que j'ai regardées et que j'ai un peu appréciées. Ça me permet d'avoir un repère comme un marque-page et de ne pas regarder deux fois la même émission. Donc c'est aussi un moyen de vous inciter à mettre un like. Oui, et en fait, pourquoi est-ce que nous faisons ça ? Je crois qu'il faut le dire. Là, notre petite chaîne YouTube a pris de l'expansion. Nous avons largement dépassé le cap des 1000 auditeurs. Nous sommes des hommes de service public. Nous sommes des profs. Vous, professeur de mathématiques, moi, professeur de macroéconomie, ancien dirigeant de service public. La situation de la France est dramatique et ce que nous voulons, c'est donner des clés de compréhension pour que nos auditeurs puissent se protéger, puissent comprendre, d'abord décrypter dans un environnement où les médias n'éclaircissent pas toujours bien les sujets. Voilà notre motivation. Notre motivation, c'est de servir. Ce n'est rien d'autre que de servir. Pour beaucoup d'entre nous, il faut avouer que l'économie, ça reste un domaine un peu obscur parce qu'il y a beaucoup quand même d'interactions. Et d'ailleurs, nous attendons un retour sur investissement. C'est le fait que partager l'information, diffuser une information intéressante, va permettre à tout le monde de s'élever, de progresser. Le partage, l'altruisme, la coopération, si ces instincts existent, c'est qu'ils ont bien permis à l'espèce humaine d'en arriver là où elle en est aujourd'hui. Donc revenons, Maxime, vous avez dit que vous avez eu des vacances studieuses. Alors pourquoi studieuses ? Parce que la situation de la France est dramatique et que j'ai passé une partie de l'été à étudier les aspects constitutionnels et institutionnels qui vont être essentiels dans les mois qui viennent pour arriver à adopter un budget. Car si l'on n'adoptait pas de budget, les fonctionnaires et les retraites ne pourraient plus être payés. Bon, aujourd'hui, 31 août, nous n'avons toujours pas de Premier ministre, peut-être ce soir, peut-être demain, avant la fin du week-end. Mais en toute hypothèse, même avec un Premier ministre, ça va être très difficile. Donc, le but, c'est pas du tout de faire de la politique, nous n'en faisons pas. C'est d'aider, comme nous le faisions avant les vacances, les auditeurs de la Maïeutique à comprendre les clés du raisonnement, ce qu'il faut suivre dans les mois qui viennent pour comprendre ce qui va se passer. Et ces clés sont institutionnelles et légales, voilà. Bien, donc aujourd'hui c'est la fin des vacances, on va bientôt sortir de l'été. Durant cette période, le président ne s'est pas positionné sur un Premier ministre. Et ce que j'entends à travers les réseaux sociaux, c'est l'incompréhension des gens face au non-choix du président. Voilà, donc on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu de choix parmi les propositions qui ont été faites. Oui, moi je ne fais pas de politique ici, donc je ne veux pas trop commenter la politique. Ce qui compte, c'est pas le Premier ministre. Ce qui compte, c'est comment gouverner la France. Alors il faut un Premier ministre, mais il faut... De majorité, il n'y en a pas, ni absolue ni relative. Il faut qu'on puisse nommer un gouvernement qui ne soit pas renversé. C'est-à-dire, je voudrais rappeler quelques chiffres. Si on ne les connaît pas par cœur, on ne comprend rien. Il y a 142 députés d'extrême droite. Il y a 193 députés de gauche sous l'emprise de l'extrême gauche, je le dis très franchement, et puis ensuite il y a 234 députés que l'on pourrait qualifier de centre-droit, mais qui sont divisés en 5 groupes différents. 3 groupes macronistes,
les Républicains qui ne veulent pas participer à une coalition et qui refusent toute augmentation d'impôts, et un groupe insaisissable qui est le groupe Lyot, avec le célèbre Charles de Courson, qui, après avoir milité pendant des années pour une réforme des retraites dure, a refusé de voter celle de Madame Borne, qui était plutôt gentille. Bon, donc l'équation, c'est comment, dans ces conditions, peut-on adopter un budget, sachant que ce budget est extrêmement contraint par la nécessité de faire des économies drastiques. Oui, donc si on prend l'exemple de Lucie Castet, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas choisi ? Alors là, je ne fais que commenter. Hein. Il a dit que s'il la nommait, elle serait immédiatement renversée. Ce qui est vrai. Mais dans le fond, est-ce que c'est le rôle de Macron de dire ça, hein? Peut-être qu'il aurait mieux valu la nommer, qu'elle soit renversée. À ce moment-là, on serait passé à autre chose. Et il y aurait eu peut-être une libération des socialistes de leur alliance avec l'extrême gauche. Oui, ce sont en effet les remarques et les commentaires que je vois. Faire la démonstration qu'elle ne peut pas diriger, donc qu'elle soit renversée, c'est un moyen pédagogique de montrer aux Français qu'elle ne peut pas gouverner. Alors, je comprends ce point de vue-là. Il a été exprimé par 3 personnalités de premier plan, Dominique de Villepin, Alain Minc et François Hollande dans le Point de cette semaine. L'idée, c'est de dire qu'il la nomme, cette belle inconnue, elle sera immédiatement renversée et on passera à autre chose. Passer à autre chose, c'est pas méprisant vis-à-vis de Madame Castet, c'est pas ça. C'est que il faut absolument trouver des compromis. Mais il ne peut pas y avoir actuellement de compromis, puisque Madame Castet a été choisie par Monsieur Mélenchon, finalement, qui est un trotskiste lambertiste, hein, et qui a une stratégie d'insurrection et une stratégie jusqu'au boutiste. En fait, il faudrait trouver des compromis entre... Vous avez eu aux élections européennes l'émergence de Raphaël Glucksmann, qui est un social-démocrate. Et vous pouvez avoir des compromis. Compromis, c'est pas compromission. Compromis, c'est des synthèses intelligentes. C'est ce que je propose dans ma chronique pour le CEPS. Entre la social-démocratie et le centre. Et y compris, d'ailleurs, pour un impôt sur les patrimoines. Hein, bon. Oui, donc si on fait un point, pour bien comprendre pourquoi le Premier ministre n'a pas encore été nommé. Déjà, comme vous l'avez dit, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Mais c'est sûrement aussi qu'ils ne veulent pas y aller. Ils n'ont pas intérêt de s'entendre ou à trouver une entente pour aller un peu au casse-pipe. Parce que la situation de la France, il faut se l'avouer, est assez compliquée. Et il reste 2 ans avant les prochaines élections présidentielles pour essayer de faire quelque chose. Donc c'est un peu mission impossible. Sans compter que 2 ans en cohabitation avec un président qui risque de nous mettre des bâtons dans les roues, se proposer Premier ministre, c'est un peu se prendre les pieds dans le tapis. Et être sûr que le parti que l'on représente soit éliminé aux prochaines élections présidentielles. Oui, alors on peut dire les choses comme ça aussi. C'est-à-dire que cette période de vacances des Jeux Olympiques aurait pu permettre aux partis politiques de travailler pour s'entendre, pour trouver des compromis. Nous serions en Allemagne, nous serions au Danemark, nous serions dans un pays scandinave. Tout l'été, les partis auraient travaillé pour trouver des compromis. Là, c'est bloc contre bloc, la gauche avec l'extrême gauche, l'extrême droite, et au milieu, un centre qui n'est pas fédéré, qui n'est pas coalisé. Alors, si vous voulez que je vous dise ça, je vous le dis volontiers, c'est que la gauche, qui n'a qu'un tiers des députés, forme une coalition, il n'y a aucun doute. Quand ils sont sortis de l'Élysée, ils ont montré un bel ordonnancement avec Madame Castet, avec son éternel sourire. Bon, le centre et la droite modérée n'ont pas de coalition. Mais le problème, c'est plutôt de faire un pont entre la gauche modérée et la droite modérée. C'est ça. Et là, c'est impossible, parce que les partis politiques préfèrent garder des positions en prenant les électeurs un peu pour des idiots, parce qu'ils pensent que c'est ce qui sera le plus rentable. Mélenchon pour faire l'insurrection, et le centre-droit, les Républicains pour gagner 2027. Le problème, c'est qu'avant 2027, il y a 2025, 2026, et la crise financière est devant nous. Oui, et puis nous en avons discuté ensemble. Il y a aussi un autre point qui incite Macron à faire attention au Premier ministre qu'il va choisir.
c'est en fait qu'il y a un danger de donner les rênes du gouvernement. Si nomme casse-tête, bon, oui, elle sera renversée, mais si entre-temps, elle fait par décret le SMIC à 1 600 € et qu'elle arrive à annuler la réforme des retraites, là, c'est la catastrophe financière. C'est-à-dire que nous sommes immédiatement dégradés. Standard & Poor's, alors peut-être pas immédiatement, parce que Standard & Poor's doit examiner la France au mois d'octobre. Mais si on se prend à plus, là, on a des taux d'intérêt à 100 points de base. Donc, ça fait plus du tout le même effet, quoi. D'un autre côté, ce qui est dommage, c'est que personne ne l'explique. Et notre président, qui sait pourtant prendre la parole à certains moments, ne fait pas cet effort pédagogique, alors que ses raisons seraient compréhensibles. On peut comprendre ces raisons tout en étant en désaccord avec Emmanuel Macron. Il y avait des arguments adverses, c'est que les dégâts auraient pu être très rapides. Bon. Et irréversible. D'autant qu'on le voit bien aujourd'hui, les hommes politiques cherchent plutôt à se tirer dans les pattes. Depuis Machiavel et son livre Le Prince, que beaucoup d'hommes politiques avouent avoir comme livre de chevet, on sait que l'intérêt du pays ne passe plus au premier plan. Ces sujets, je les suis depuis 40 ans. J'ai commencé ma carrière à la direction des études de la Banque de France. La confiance se gagne très doucement et elle se perd très vite. Mais vous l'avez aussi dans le commerce. Votre femme est une commerçante. La confiance, c'est tout doucement, et ça se perd d'un coup. Et quand ça se perd, ça tombe très vite. Vous savez, ce qui est plus important que l'économie et la finance, c'est l'histoire. Moi, en fait, le sujet qui m'intéresse le plus, et sur lequel je travaille le plus, c'est l'histoire. Si vous regardez la 4e République, les gouvernements duraient en moyenne 40 jours, quelque chose comme ça, 3 mois, bon. La France est immobile, c'est ça le problème, c'est que derrière l'agitation permanente, vous avez une immobilité complète de nos structures de gouvernance. Si vous restez immobile, c'est comme à vélo, c'est comme en natation, vous coulez. Et ce que je veux dire, c'est que si on ne bouge pas, on coule, et alors, ce que tous les partis politiques semblent ignorer, mais ça c'est aussi parce qu'ils ne travaillent pas leur dossier, parce qu'à force de faire des médias, de serrer des mains, de faire comme ça et comme ça, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ils ne travaillent pas, c'est que la crise sur la dette peut arriver avant l'élection présidentielle. Alors, vous êtes candidat à la présidence de la République, la Banque Centrale Européenne est intervenue, le Conseil de l'Europe, le Conseil européen vous a envoyé au président de la République un plan de redressement de la France. Monsieur Wauquiez, qu'est-ce que vous faites? Madame Le Pen, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Mélenchon, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et ça, je pense qu'ils ne le voient pas. Et la classe journalistique ne le voit pas non plus. Parce que c'est cette idée que, on en a souvent parlé ensemble avec la théorie de la transmission des gènes, de l'instinct, c'est qu'ils pensent que tout va continuer comme avant. Et vous connaissez la théorie de la dinde de Noël? Oui, dans son livre Le Cygne Noir, il me semble, Nicolas Taleb donne cet exemple. Vous la connaissez, la dinde de Noël, elle a une vie formidable, elle est très bien nourrie, elle est dans les champs, elle a du grain, il fait beau, c'est magnifique. Et le jour de Noël, il fait très beau aussi, elle a du grain, c'est magnifique. Oui, sauf que vers 11h, on lui tord le cou, on la tue, on la mange. Voilà. Oui, c'était pas tout comme avant. Il y a eu une rupture. Bon. Exactement. D'ailleurs, le nom du livre de Nicolas Taleb, Le Cygne Noir, vient d'un fait historique. Lors des années de conquête, nos Européens qui découvraient le monde pensaient que tous les cygnes étaient blancs. Sauf qu'en explorant l'Australie, ils se sont aperçus que tous les cygnes étaient noirs. Ces histoires nous expliquent que la force des habitudes ne nous prépare pas au changement. Oui, mais vous l'avez aussi, vous savez, c'est le type qui se jette de la tour Eiffel, et il dit à sa famille, vous allez voir, ça va très bien se passer, parce que je sais voler, attendez-moi au premier étage. Alors, il tombe au premier étage, on lui dit, alors, comment ça va? Et il dit, so far, so good, so far, so good, jusqu'ici, tout va bien. Voilà, donc, voilà, et je crois que notre classe politique et journalistique est comme ça. Alors, nous ne sommes pas comme ça, parce que nous réfléchissons et que nous essayons de voir un peu plus loin. Enfin, ne soyons pas trop prétentieux, mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas ne pas bouger. Et effectivement, leur intérêt pris un par un, c'est de ne pas bouger. Mais ça ne correspond pas du tout à l'intérêt collectif. Bien, merci Maxime. Nous pouvons comprendre maintenant pourquoi la nomination du Premier ministre a traîné durant tout l'été. On se retrouve dans une autre émission pour parler de l'agenda économique du budget 2025. Merci et au revoir.